Alors, nous allons passer maintenant à une séquence que les marins et les montagnards vont bien aimer parce que l'entreprise qui va être maintenant sur scène s'appelle CLS. Vous ne connaissez pas le nom de CLS, mais vous connaissez le nom de la balise Argos. Et donc, CLS est une entreprise à mission, 900 collaborateurs au niveau mondial. Elle fournit donc des services satellitaires sur la localisation et la collecte de données environnementales, l'observation des océans, des eaux continentales et la surveillance des activités terrestres et maritimes. CLS est également signataire du Pacte mondial des Nations Unies, avec environ 25 millions de positions traitées par jour. Et on accueille donc Stéphanie Limousin. Merci Christophe, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci au groupe Bouygues de m'accueillir et de nous avoir proposé cette séquence. Donc, je vais vous parler rapidement de CLS. Par contre, je vais devoir décevoir les marins puisque le sujet d'aujourd'hui va être purement terrestre. Mais on va quand même regarder ça. Rapidement, l'entreprise. Alors CLS n'est pas une start-up. On va rompre un peu avec le fil. Je ne pense pas qu'à l'époque on le disait comme ça, mais en fait on est une spin-off du CNES, c'est comme ça qu'on le dirait aujourd'hui. Mais en 1986, simplement le CNES a créé une société de droit privé pour exploiter le système Argos. Le CNES fait toujours partie de notre actionnariat aujourd'hui. Et la mission de la société que vous voyez ici, c'est vraiment de déployer des solutions qui utilisent les données spatiales pour comprendre et protéger la planète et gérer les ressources de manière durable. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas tourné vers l'univers et vers l'espace. On se sert de ce qu'il y a dans l'espace pour regarder sur Terre. Donc la société, très rapidement, comme Christophe l'a évoqué, nous sommes adhérents au Pacte mondial des Nations Unies depuis 2016. Nous sommes devenus société à mission en 2021. Et comme vous avez pu le voir dans la vision de l'entreprise, c'est vraiment un point clé pour nous dans notre engagement et dans la façon dont on conduit nos affaires, d'être vraiment dans cette lignée. Et un indicateur majeur pour nous, c'est le suivi des objectifs de développement durable. Donc en quoi nos activités, nos services vont permettre, humblement, chacun à son échelle, de contribuer à ces ODD. Donc c'est ce qui aujourd'hui drive nos activités dans 5 secteurs que vous voyez ici: le suivi de l'environnement et du climat, la gestion durable des pêches, l'énergie, les infrastructures, ça va peut-être parler à un peu plus d'entre vous ici, la sécurité maritime et la mobilité. Donc effectivement, le groupe aujourd'hui fait 900 personnes. On est un petit peu plus de 550 en France à peu près, avec différentes localisations. La société, elle s'est agrandie par 2 moyens. On a installé des filiales à différents endroits dans le monde au fur et à mesure de notre développement. Et puis, on a acheté des sociétés par croissance externe pour pouvoir étoffer, ne pas faire que de l'Argos toute notre vie, même si on continue d'en faire beaucoup et on adore toujours, mais faire tout un tas de choses supplémentaires. Parmi ces sociétés, on a notamment un groupe d'experts dans le groupe CLS, une centaine de personnes qui travaillent en fait sur ce que je vais vous présenter juste après, ce qui s'appelle l'interférométrie radar. Donc comme moi je ne suis pas une experte, je vais abandonner les thèmes barbares et je vais essayer d'expliquer ça de manière compréhensible par tout le monde très rapidement. Donc effectivement, l'innovation depuis l'espace, qui est notre thème d'aujourd'hui, nous on a fait ça depuis toujours en fait, parce que quand CLS a été créé, le système Argos, c'était le seul moyen de géolocaliser des mobiles sur la planète. Le GPS n'était pas encore complètement ouvert à l'utilisation civile. Donc finalement, ça a été dès le début dans notre ADN d'utiliser le spatial comme source d'innovation. Donc, on va parler maintenant de subsidence, donc de mesurer des mouvements de terrain depuis l'espace. Alors, comme je suis un petit peu fainéante, je vous ai prévu une petite vidéo explicative et puis après, on passera aux exemples. Since 1992, radar satellites have been orbiting the Earth in a near-polar orbit. They range in altitude, traveling 500 to 800 kilometers above the Earth, and they capture images both day and night, even through cloud cover. The number of radar satellites has drastically grown since the first ERS constellation was launched. Today, there are multiple radar satellites that continuously acquire images of our planet, and several new missions are planned for the future. Radar satellites emit signals towards the Earth's surface and detect targets on the ground, buildings, rocky outcrops, and uncultivated lands by registering their backscattered signal. When a target moves,
The distance between the sensor and the target changes. The return signals are then analyzed to track the movement of structures and the ground surface. We use SqueezeSAR, our advanced processing algorithm, to extract a dense array of displacement measurements from multiple radar images acquired over time. SqueezeSAR is scalable and can be used to analyze entire countries, regions, or single assets. SqueezeSAR provides a database of measurement points. Each point has an associated average velocity rate and time series of displacement over the study period. Radar imagery archives date back to 1992 and can be used to look back in time and measure historical ground motion, a unique feature when compared with other geodetic techniques. Ground displacement monitoring updates can be delivered on a weekly basis in order to track ongoing motion. For over 20 years, industry, public authorities, regulators, and geotechnical consultants have relied on SqueezeSAR to monitor hazards, mitigate risks, optimize operations, and plan for the future. TRE Altamira offers the state-of-the-art in measuring ground and structural movements from space. Voilà, donc c'est à travers cette filiale TRE Altamira que nous opérons. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on travaille pour différents types d'opérateurs dans le domaine de l'industrie minière, de l'énergie, du génie civil et puis de la gestion des risques également. Donc je vais passer à quelques exemples concrets. Là, c'est dans le domaine de l'industrie minière. Vous voyez ici, donc à gauche, une photo d'un barrage de rétention de toutes les eaux usées, les produits qui sont générés, on va dire, par l'extraction minière. Et puis à droite, quand un tel barrage se rompt, malheureusement, c'est arrivé au Brésil. Ce n'était pas pour faire un écho à votre projet, mais il y a vraiment de quoi faire dans ce pays. Et ça génère d'énormes dégâts environnementaux, humains évidemment également. Donc évidemment, le but est de se prémunir de ce type de rupture. L'INSAR sert en fait à mesurer, donc l'interférométrie radar, son petit nom chez nous c'est l'INSAR, ça va beaucoup plus vite à dire. Donc en fait on monitore, donc ici vous avez la mine de Las Bambas, pour le coup c'est pas au Brésil, où on monitore en fait chaque zone. Donc les zones de couleur c'est la vitesse des déplacements, en fait, des déformations du sol, puisque c'est vraiment le fond de la technologie. Et donc on peut zoomer comme ça sur certaines zones où on voit que ça bouge. Alors je pense que la légende est un tout petit peu petite, mais on a des endroits qui bougent entre un demi-centimètre jusqu'à 2 centimètres. Et en fait, ce qu'on regarde à travers notre analyse, c'est est-ce que ça bouge déjà et à quelle vitesse. Parce que s'il y a des accélérations un peu soudaines, alors on ne parle pas de la minute, on parle de quelques jours ou quelques semaines, mais sur une mine à ciel ouvert gigantesque, une soudaine accélération d'un mouvement de terrain peut être un signe précurseur, en fait. Donc c'est ça que l'on monitore grâce à l'imagerie spatiale. Un autre exemple en fait, d'application, c'est le stockage de gaz. La production de gaz, elle est constante à peu près dans l'année. La consommation, évidemment, est saisonnière. Et donc, il y a tout un jeu autour des prix du gaz, puisque l'idée, c'est de pouvoir stocker du gaz en été lorsqu'il est peu cher pour pouvoir le libérer en hiver lorsque les prix sont un peu plus élevés. Et en fait, quand vous stockez du gaz, vous voyez la petite animation, ça génère des gonflements du sol, donc que l'on peut mesurer par satellite, et quand vous déstockez, évidemment, ça s'enfonce. S'il y a de l'infrastructure ou du bâti autour ou au-dessus de ces réservoirs, évidemment, ça peut avoir un impact. Donc, il est important de réguler en fait le niveau de déformation acceptable, et donc ça veut dire le niveau de pression que l'on peut mettre à l'intérieur de ce réservoir, dans des limites justement qui vont permettre on va dire de gérer, de maximiser quelque part le stockage du gaz, tout en évidemment évitant un risque de rupture ou d'infrastructure au-dessus. Un autre exemple de l'utilisation de l'INSAR, c'est dans le cas précis d'un tunnel en Italie sur un tracé d'autoroute, avec un tracé qui était prévu. Vous voyez ici sur la photo en blanc le tracé initialement prévu. Et puis qu'est-ce qu'on fait ? On analyse en fait sur la zone l'historique de mouvement. Et donc c'est un peu le même principe. Comme on a des données satellites, comme vous l'avez vu dans la vidéo, depuis 1992, on peut revenir dans le passé, on les a, ces données, elles sont archivées, donc on peut les ressortir, on peut les analyser, puis on peut regarder ce qui s'est passé. Et on se rend compte ici, c'est pas de bol, le tracé passe vraiment pile à l'endroit où, donc c'est les points rouges, où ça bouge le plus. Donc effectivement, dans ce cas-là, on a pu conseiller évidemment les clients pour modifier le tracé et passer ailleurs, et essayer d'éviter comme ça d'avoir une infrastructure qui va se retrouver
à risque pendant sa durée de vie. Un autre exemple ici que l'on a appliqué, c'était lors de la construction de tunnels de métro à Londres, en l'occurrence. Donc, je n'ai pas pris les photos du Grand Paris, je n'ai pas le droit, mais on fait la même chose, on surveille, et on voit qu'effectivement, il y a quand même des endroits où les actions de construction, de creusement des tunnels, etc., vont avoir un impact sur des mouvements de terrain. Et donc, c'est important de mesurer ça pendant toute la durée des travaux, mais aussi après. Et alors, un dernier exemple qui est assez emblématique, alors il a plusieurs années, on peut en parler facilement maintenant, c'est l'exemple de la Millennium Tower à San Francisco, où c'est donc parmi les gratte-ciel de San Francisco, et une tour qui, peu de temps après sa construction, les gens à l'intérieur, je ne sais plus si c'était des bureaux ou des habitations, je crois que c'était des bureaux, on commençait à voir qu'il y avait des problèmes physiques. Et évidemment, dans ces cas-là, il y a litige sur est-ce que ça a été bien construit. Mais non, on est à San Francisco, bien sûr que non, ça bouge tout le temps. Ici, on est sur une zone de faille, donc c'est normal, tous les bâtiments subissent ça. Ben non, en fait, tous les bâtiments ne subissaient pas la même chose, puisque du coup, on a pu mesurer que tout autour, donc les points verts que vous voyez sur les bâtiments autour, montrent que c'est finalement pas une zone où les structures bougent tant que ça. Et cette tour-là en particulier, elle bougeait. Donc ça a permis, on va dire en tout cas, d'amener des arguments supplémentaires sur ce cas. Je vais sortir un petit peu du sujet. J'ai plus de temps, mais je vais le faire très très rapidement. On travaille aussi à partir de données spatiales pour évaluer le risque de submersion côtière. Soit un risque qui va être lié aux effets à long terme du changement climatique, c'est-à-dire la hausse du niveau moyen des océans, qui va générer du risque de submersion pour les communes en littoral, soit de la submersion côtière ponctuelle liée à des fortes marées, plus une tempête, plus des fortes pluies, qui vont générer des risques. Et grâce à ça, on produit en fait pour les collectivités des cartes de risque qui vont pouvoir permettre de déterminer est-ce que j'ai un risque fort à moyen terme ou à long terme sur mon infrastructure, qui va toucher soit des zones d'habitation humaine, soit des zones où il y a des industries, ça peut être un gros risque aussi, ou des zones où j'ai des monuments historiques, par exemple. Donc c'est aussi à ça que peut servir le spatial, un deuxième petit exemple. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire disputer. Merci à tous. Merci beaucoup pour cet exposé très concret finalement, donc on voit bien les impacts. Je le dis. Alors sur le Grand Paris, on ne saura rien, les tunnels... on sait bien que ce n'est pas ici que je vais pouvoir le dire. Y a-t-il on surveille depuis le tout début, on change d'endroit à chaque fois, mais ça se passe bien. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, une question de Marc Maranzana. Bonjour. Avez-vous des réponses pour le barrage de Kakhovska? On regarde. Alors, je peux vous donner un exemple, alors qui n'est pas là, mais qu'on a fait il y a quelques années en Irak. Il y a un barrage au nord de Mossoul, je crois, où en fait il y avait des risques de rupture. Et en étudiant, donc là on a utilisé à la fois ces technos-là d'INSAR et puis d'autres types de mesures satellites qui mesurent les hauteurs d'eau, donc c'est l'altimétrie, c'est un des métiers de CLS depuis 30 ans, où en fait on a aidé à déterminer une hauteur d'eau moindre pour faire baisser la pression sur le barrage, pour éviter le risque de rupture, parce que là on avait vraiment un risque fort, mais tout en gardant une réserve d'eau. Un barrage, c'est fait pour l'électricité, l'agriculture, l'eau potable, etc. Donc on a pu comme ça conseiller, on va dire, un niveau d'eau optimal, je mets des guillemets, mais en tout cas meilleur pour atténuer la pression sur le barrage au nord de Mossoul. Donc l'Ukraine, on va regarder. Ingrid, peut-être une question à distance? Peut-être une question, moi-même, c'est par rapport à la fiabilité des données. Oui, alors sur la fiabilité des données, je ne sais pas quelle est votre question exactement. Ce que l'on fait, c'est que, évidemment, alors c'est une techno qui existe depuis longtemps. On a mis du temps à convaincre parce que les premières réactions, c'était « mais attendez, moi je vais mettre un équipement là sur le sol et puis je vais bien voir si ça bouge et comment vous, depuis 500-800 km au-dessus de la Terre, vous allez pouvoir voir ça ». Donc on a passé beaucoup de temps à démontrer finalement, en comparant avec des données in situ, en comparant avec de la réalité sol, que ces données-là étaient représentatives et étaient fiables par rapport à ça. L'avantage qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de satellites radars, on dispose de beaucoup de données, donc on peut aussi augmenter le volume de données, croiser, utiliser sur une même zone 2 images différentes venant de 2 satellites différents. Comme ça, on a quand même une fiabilisation, parce qu'un des gros avantages de cette technologie,
c'est que vous l'avez vu sur les images, on peut surveiller l'intégralité d'une zone minière, par exemple, ou d'une zone de travaux en un seul passage satellite. Alors que si vous devez mettre des équipements in situ un petit peu partout sur votre site, au bout d'un moment, c'est même pas faisable physiquement, en fait. Encore une question, la dernière question. Bonjour. Je vois pas. Si, si. Ah, merci. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question. Est-ce que vous envisagez de développer des solutions qui iraient plutôt dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mesurez les conséquences d'un chantier, par exemple, sur la déformation, on va dire, des sols et des bâtiments. Est-ce que vous pourriez aussi prédire l'impact d'un chantier sur la future déformation du sol et des bâtiments? Alors ça, on a commencé à le faire, notamment au Canada, mais à Vancouver, là on a des études en cours. C'est assez complexe et se lancer dans de la prévision là-dessus, vous voyez tous comment on râle après la météo quand les prévisions sont mauvaises. Donc pour le moment, on y va très prudemment sur aller expliquer à un grand constructeur que son chantier dans 30 ans va avoir tel impact. On se méfie un peu. Donc on y travaille, mais on est vraiment plus au niveau de la R&D là. Merci beaucoup Stéphanie.